La Résistance est parvenue à détruire la super arme du Premier Ordre, la base Starkiller. Cette dernière s'apprêtait à détruire la planète d'Icar dans le système Illinium, base de la Résistance. La destruction de Starkiller est un coup dur pour le Premier Ordre, qui néanmoins dispose d'une immense armada qui va lui permettre de s'emparer de la plupart des mondes majeurs de la galaxie. Une bonne partie de la flotte aura comme charge de se rendre sur d'Icar afin d'éteindre l'étincelle d'espoir que représente la Résistance. Starkiller ayant été détruite, la Résistance connaît un répit de courte durée, car le Premier Ordre connaît l'emplacement de la base de la Résistance. Les soldats fêtèrent rapidement leur victoire et l'évacuation de la base fut lancée. Les funérailles de Han Solo, qui avait péri lors de la bataille de la base Starkiller, eurent lieu durant les premières heures de l'évacuation de la base. Il était primordial pour la Résistance de quitter le système au plus vite avant l'arrivée des forces du Premier Ordre, si le mouvement voulait avoir une chance de survivre. Alors que les transports de la Résistance se chargent d'accueillir soldats et matériel au sol, l'arrivée des destroyers ennemis est de plus en plus imminente. Au commandement du côté du Premier Ordre, nous retrouvons le général Armitage Hux, qui a déjà subi un revers important avec la destruction de la base Starkiller, qui était un projet personnel. L'attaque de d'Icar constitue une chance pour le jeune général de se racheter auprès du suprême leader Snoke. Au commandement du Star Destroyer Finalizer, on retrouve le capitaine Edrison Peavy, un vétéran impérial qui a rejoint le Premier Ordre, servant sous les ordres du général Hux, fils illégitime d'un autre vétéran impérial, le général Brendol Hux. Edrison Peavy méprisait le jeune général, le considérant comme un exemple d'incompétence et de népotisme, mais gardait ses opinions pour lui. Le capitaine Moden Kennedy était lui aussi un ancien officier impérial. Sur d'Icar, il se retrouve au commandement du dreadnought de classe Mandator 4, le Fulminatrix. Le capitaine Kennedy avait du mal à supporter les jeunes officiers du Premier Ordre, leur reprochant leur manque d'expérience et leur arrogance. Du côté des chasseurs, on retrouve à la tête de l'escadron Zeta le commandant Jad Bean. Ce dernier était lui aussi un vétéran impérial ayant servi en tant que soldat de la flotte à bord de la seconde étoile de la mort. Il survécut à la bataille d'Endor et devint par la suite instructeur pour les nouveaux pilotes du Premier Ordre et leader de l'escadron Zeta, constitué de Tai Fo. En tant que Zeta leader, Jad Bean portait le surnom Scorch. La générale Leia Organa, chef de la Résistance, supervise l'évacuation de d'Icar. La bataille de la base Starkiller a été un succès pour son mouvement, mais Leia Organa fut marquée par la disparition de Han Solo. Leia, consciente du temps précieux qu'il restait à la Résistance pour s'enfuir, jugea tout de même important d'organiser des funérailles à la mémoire de son défunt mari. Pour Leia, l'objectif sera de s'échapper au plus vite afin de ne pas perdre davantage de vie dans ce combat. L'amiral Jayal Akbar était une grande figure de l'Alliance rebelle. Lorsque Leia a lancé la Résistance, Akbar prit la décision de quitter sa retraite et de reprendre du service contre le Premier Ordre. L'amiral Mon Calamari avait supervisé l'assaut de la base Starkiller depuis la base de d'Icar. Le commandant Poe Dameron était l'enfant de deux combattants de la rébellion, Chara Bey et Kes Dameron. Poe Dameron a mené l'assaut des chasseurs lors de la bataille de la base Starkiller et lors de l'évacuation de d'Icar, le commandant va tout faire pour permettre aux membres de la Résistance de s'échapper du système, notamment grâce à un plan qui sera facilité par des informations dérobées au Premier Ordre par des alliés de la Résistance. C'est à bord de son X-Wing T-70 que Dameron prendra part au combat en orbite de d'Icar. Au commandement, on retrouve aussi Kaidelko Konix, originaire de la planète d'Ulathia, promu au rang de lieutenant suite à la bataille de la base Starkiller, qui se charge de l'évacuation de la base depuis la surface de d'Icar. Aux commandes de l'escadron Blue, on retrouve Talisan Lintra, une pilote originaire de la planète Pip Pip 3. C'est sur cette planète, dans la ferme de ses parents, qu'elle a appris à piloter, grâce au vieux chasseur Ewing RZ-1 de son père. Elle devint par la suite pilote pour la Résistance aux commandes de la prochaine génération de Ewing avec le modèle RZ-2. La flotte du Premier Ordre qui va arriver sur d'Icar est composée de 3 croiseurs de classe Resurgent, dont le Finalizer et le Felfire. Un autre vaisseau fait partie de cette flotte, il s'agit du cuirassé de classe Mandator 4 nommé le Fulminatrix. Ce croiseur mesurait 7669,71 mètres de long, 4121,02 mètres de large et 770,85 mètres de haut. Pour ce qui est de son armement, le Mandator 4 disposait de 26 canons de défense anti-chasseurs, 6 projecteurs de rayons tracteurs et 2 autocanons orbitaux situés sous l'appareil. Le croiseur pouvait également compter sur le support de chasseurs taille FO et taille SF. À son bord, on peut retrouver 53 000 officiers, 140 000 engagés et 22 000 Stormtroopers. Pour ce qui est des chasseurs, le Premier Ordre emploie des chasseurs taille FO dans l'escadron Zeta, commandé par le commandant Jad Bean, ainsi que des tailles SF. Sur l'ensemble de la flotte, on retrouve donc un total de 72 000 officiers, 305 000 engagés et au moins 46 000 Stormtroopers.
Du côté de la Résistance, on retrouve 4 vaisseaux principaux. Le vaisseau amiral de Leia Organa, le Rados, est un croiseur Mon Calamari MC-85 nommé d'après l'amiral Rados qui a péri lors de la bataille de Scarif. Au départ, le croiseur était nommé le Dawn of Tranquility et faisait partie de la flotte de la Nouvelle République. Le vaisseau fut par la suite récupéré par la Résistance et fut adapté afin de nécessiter moins de membres d'équipage. Ce croiseur mesure 3438,37 mètres de long, 706,55 mètres de large et 461,61 mètres de haut. Il était armé de 18 turbolasers lourds, 18 canons à ion lourds, 12 tourelles de défense, 6 lanceurs de torpilles à protons et des projecteurs de rayons tracteurs. Ces 2 hangars permettaient d'accueillir de nombreux chasseurs et transports. Le Ninka est une corvette de classe Free Virgilia, un modèle conçu par la Corporation Technique Corellienne. Cette corvette était un vaisseau de 316,05 mètres de long, 242,53 mètres de large et 88,69 mètres de long. Elle était armée de 2 tourelles turbolasers lourdes doubles, 4 tourelles de défense, 3 bombes à plasma lourdes ainsi que 8 cargos d'artillerie. Ces vaisseaux étaient conçus pour bombarder les bases et forteresses impériales et furent employés par la Nouvelle République. Le Ninka était commandé par la vice-amiral Holdo. On retrouve dans la flotte de la Résistance le Vejo, une frégate de classe Vagbor, conçue par les chantiers navals de Kuat. Suite à la banqueroute de la société Gallifrey, l'Empire Galactique a initié la reprise de la société par les chantiers navals de Kuat, poussant ces derniers à reprendre leur design et à s'en inspirer tout en les mélangeant avec leur modèle de frégate Nebulon B, pour créer entre autres la frégate de classe Vagbor. Avec une longueur de 496,98 mètres, une largeur de 79,88 mètres et une hauteur de 154,46 mètres, cette frégate est armée de 4 canons laser et 2 projecteurs de rayons tracteurs. Enfin, on retrouve aussi la frégate Nebulon C nommée l'Anodine. Cette frégate mesurait 549,19 mètres de long, 196,06 mètres de large et 322,24 mètres de haut et était armée de 10 turbolasers, 6 tourelles de défense, 2 lanceurs de torpilles à protons ainsi que des projecteurs de rayons tracteurs. Ces vaisseaux ont été conçus par la Nouvelle République, mais suite à la démilitarisation du régime, ces frégates ont été désaffectées. L'Anodine avait été reconvertie en frégate médicale par la Résistance. La Résistance disposait de 8 bombardiers lourds MG-100 Star Fortress SF-17, conçus par Slane et Corpil et Subpro Corporation. Ces vaisseaux mesuraient 29,67 mètres de long, 15,3 mètres de large et 21,65 mètres de haut. Pour sa défense, le SF-17 dispose d'une tourelle située à l'arrière du vaisseau équipée de 3 canons laser EM-1919 de Merson Munitions et de 6 canons laser sur le reste du vaisseau. Afin de bombarder leurs cibles, les Star Fortress peuvent transporter 1048 bombes magnétiques à protons. Ces bombardiers étaient répartis dans 2 escadrons, l'escadron Cobalt avec le bombardier Cobalt Hammer et l'escadron Crimson avec les bombardiers Crimson Hailstorm et Crimson Smeta. Au niveau des chasseurs, on retrouve 2 escadrons, l'escadron Blue, dirigé par le Blue Leader Tali Lintra, et l'escadron Red. Dans ces 2 escadrons, on y retrouve 4 intercepteurs A-Wing RZ-2 et 8 X-Wing T-70. Afin d'évacuer la base, la Résistance utilisera 55 transports U-55. Ces vaisseaux de transport construits par Cyanar Fleet Systems mesuraient 22,63 mètres de long, 12,34 mètres de large et 5,15 mètres de haut. Ces vaisseaux pouvaient accueillir jusqu'à 60 passagers. L'évacuation de la base de Dikar commence en grande trombe, poussant la Résistance à laisser sur la planète une partie de son matériel afin de pouvoir évacuer tout le monde. Alors que les transports U-55 se chargent d'amener le personnel de la base sur le Rados, une flotte de 3 Star Destroyers de classe Resurgent sort de l'hyperespace. Les forces du Premier Ordre sont menées par le général Hux depuis le Finalizer, qui voit la bataille comme une opportunité de détruire la Résistance une fois pour toutes. Le Premier Ordre dévoile son atout majeur lors de cette bataille lorsque le Fulminatrix sort de l'hyperespace. Les canons du cuirassé de classe Mandator 4 se préparent à faire feu non pas sur la flotte de la Résistance, mais sur la base au sol de Dikar. C'est à ce moment-là que Poe Dameron, à bord de son X-Wing T-70, le Black One, arriva seul face au Fulminatrix. Ce nouveau vaisseau du Premier Ordre n'était cependant pas inconnu de la Résistance, grâce à Zay Versio et Shriv Surgav de l'escouade Inferno qui firent parvenir les plans du cuirassé à Leia, ce qui permit à Poe d'élaborer un plan. Poe ainsi qu'un détachement de chasseurs et de bombardiers feraient donc diversion jusqu'à ce que tous les transports aient rejoint le Rados, Leia ayant prévu de battre en retraite dès que possible. Poe Dameron se joua pendant un temps du général Hux, retardant le déploiement des chasseurs taille aux grandes dames du capitaine Moden Kennedy et d'Edrison Peavy. Dameron saisit l'opportunité en activant le moteur ajouté à son chasseur X-Wing qui lui permit d'échapper au tir des canons de défense du Fulminatrix. Maintenant à proximité du cuirassé, Dameron s'employait à détruire ses canons de défense un à un. Dameron ne cherchait pas à détruire tout seul le vaisseau qui était bien trop blindé pour être vulnérable à un assaut d'un simple chasseur. Alors qu'il ne restait qu'un seul canon de défense, les chasseurs taille finirent enfin par être déployés. L'un des chasseurs taille parvint à toucher Dameron, lui causant l'arrêt du fonctionnement de son armement. Le Fulminatrix fit feu sur la base de la Résistance. Le dernier transport avec à son bord Keidel Kokonix s'échappa de justesse et se dirigea vers le Rados.
Avec le dernier transport en chemin, Leia demanda à Poe de revenir avec son escadron vers la flotte, mais ce dernier refusa face à l'opportunité de pouvoir détruire le cuirassé du Premier Ordre. Grâce à BB-8, il réussit à activer son armement juste à temps pour détruire le dernier canon. Les bombardiers de la Résistance, accompagnés par des A-Wing et des X-Wing menés par le Blue Leader Tali Lintra, commencèrent leur approche vers le cuirassé. Les autocanons du Fulminatrix devaient se recharger afin de pouvoir faire feu à nouveau, cette fois-ci sur la flotte de la Résistance, ce qui laissait peu de temps au groupe de Dameron alors que les pertes commençaient déjà à se faire sentir. Les bombardiers approchaient et commençaient à armer leurs bombes lorsqu'une tragédie arriva. Un cockpit de chasseur-taille s'écrasa sur un des bombardiers provoquant l'explosion de ce dernier, dont les débris touchèrent les deux autres bombardiers qui l'entouraient. Un seul bombardier, le Cobalt Hammer, était encore présent alors que les canons allaient faire feu dans 40 secondes sur la flotte. Paige Tico, artilleuse sur le Cobalt Hammer, se rendit compte que Nyx Jerd, le bombardier du vaisseau, était mort avant d'avoir pu larguer leurs bombes. Non sans difficulté, Paige Tico réussit à larguer toutes les bombes du Cobalt Hammer, détruisant ainsi le cuirassé mais également le bombardier de la Résistance. La mission personnelle de Poe était donc accomplie avec de lourdes pertes pour la Résistance avec tous leurs bombardiers ainsi que 4 chasseurs détruits, soit un tiers de leurs pilotes. Poe et les survivants réussirent à rejoindre le Rados et le croiseur Mon Calamari sauta dans l'hyperespace instantanément pour échapper au Premier Ordre. La bataille de D'Qar fut donc une victoire pour le Premier Ordre, qui perdit tout de même un vaisseau important avec la destruction du Fulminatrix, causant la mort des officiers Maude Kennedy, Goneril et Sudey Bascus, ainsi que 53 000 officiers, 140 000 engagés et 22 000 Stormtroopers. Du côté de la Résistance, la totalité de ces 8 bombardiers MG-100 furent perdus, ainsi que 4 chasseurs avec la perte du pilote de A-Wing ZZ Tlo, ainsi que 3 pilotes de X-Wing dont J. Chris Stubbs. Au vu du manque cruel d'effectifs de la Résistance, la destruction du Fulminatrix avait décimé les rangs des forces de Leia. Toutes ces pertes auraient pu être évitées si le commandant Dameron avait suivi les ordres de Leia Organa, qui décida d'ailleurs de dégrader Dameron au rang de capitaine. Suite à la bataille, la station du Colossus arriva en orbite de D'Qar après le départ des deux flottes, et le capitaine Emmanuel Doza lança une mission de récupération des ressources encore présentes dans les passes du Fulminatrix, afin d'alimenter le Colossus. C'est principalement la mauvaise gestion de sa flotte par le général Hux qui permit à la Résistance de s'échapper. Adepte de coups d'éclat sans grande logique tactique, Hux avait fanfaronné en mettant en avant le Fulminatrix. Le cuirassé se retrouvait en première ligne alors que les destroyers de classe Resurgent restèrent en retrait sans réelle influence lors de la bataille. Le jeune général tarda à déployer les chasseurs-taille, privant sa flotte de défense anti-chasseurs, laissant à Dameron le champ libre pour détruire les défenses du Fulminatrix. En voulant faire une attaque spectaculaire en montrant la puissance de feu du Premier Ordre, Hux condamna son cuirassé, sans parler du choix de tirer sur la base de D'Qar avant de s'attaquer à la flotte en orbite. Malgré la fuite de la flotte de la Résistance dans l'hyperespace, le Premier Ordre était en vérité toujours à leur trousse. Grâce à une nouvelle technologie dont le développement commença sous l'Empire avec l'initiative Tarkin, mais qui fut achevée par une équipe montée par le général Hux, le Premier Ordre était capable de suivre la flotte de la Résistance dans l'hyperespace. La flotte fut donc inexorablement suivie par le Premier Ordre, renforcé par l'arrivée du Supremacy, le vaisseau amiral du Supreme Leader Snoke, pendant 18 heures. Alors que le carburant de la flotte venait à manquer, la Résistance parvint toutefois à rejoindre la planète Mineral Crate sur laquelle allait se dérouler un affrontement de grande ampleur qui déciderait de la survie de la Résistance.